un week-end de manifestations, de violences parfois. À Lyon, des extrémistes de droite et de gauche se sont violemment affrontés. Est-ce que vous dites ce matin, comme le dit Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, que ça suffit ? Ça suffit d'avoir effectivement ces violences samedi après samedi, mais je vais pas. C'est aux Gilets jaunes de savoir s'ils doivent continuer à manifester ou pas. Voilà, il ne faut pas caricaturer. On a des milliers de gens qui manifestent. On ne va pas polémiquer sur les nombres, et on a quelques dizaines ou centaines de casseurs. C'est très limité. Voilà. Et la majorité des gens qui manifestent, c'est des braves gens. Donc s'ils veulent continuer à manifester, c'est leur droit. Voilà. Après, je crois aussi que c'est le devoir du ministère d'encadrer ou de protéger les commerçants. On a eu ce week-end encore des blessés parmi les forces de l'ordre, des blessés parmi les manifestants, des commerces saccagés. Bon, il faut maintenant que le gouvernement rétablisse l'ordre, mais surtout, il faut que le gouvernement apporte une réponse politique qui sera le seul moyen de calmer et de rassurer ces personnes qui manifestent. François Hollande ou Nicolas Sarkozy n'auraient jamais laissé cette situation dégénérer. On voyait bien qu'il y avait un malaise qui montait dans la population. On voyait bien qu'il y avait des demandes de réponse. Et au lieu de ça, on a eu un président de la République qui était aux abonnés absents, qui envoyait ses ministres. Quand les gens ont l'impression qu'ils sont méprisés... Pourquoi il a tant tardé à répondre ? Pourquoi il a tant tardé ? Parce que je pense que c'est quelqu'un qui ne comprend pas les Français. C'est ça le pire. Qui ne comprend pas les Français. Et malheureusement, les Français, je vais dire, le ressentent bien, ou heureusement le ressentent bien, parce qu'à l'inverse, j'ai jamais vu une telle, j'ai presque envie de dire, haine ou rancœur contre un président de la République, même c'est par moments excessif quand on écoute les propos. Et justement, cette loi anti-casseurs, vous ne pouvez pas être contre quand même. Il y a des mesures efficaces pour arrêter. Alors, je suis toujours favorable aux lois qui luttent vraiment contre les casseurs, pas contre les manifestants. Première remarque sur cette loi, chacun a compris que c'était une loi de circonstance. Vous êtes bien placé ici pour savoir que c'était une loi à l'origine du Sénat, dans un autre contexte, et que le gouvernement a récupéré en la mettant à sa sauce. Deuxièmement, il y a quand même dans cette loi des articles qui sont quand même préoccupants. J'espère que le Sénat les corrigera, à savoir par exemple sur, entre guillemets, des arrestations préventives pour des manifestants, qui, en d'autres temps, auraient déchaîné les passions et qui, aujourd'hui, passent un peu comme une lettre à la poste. Se défendre contre les casseurs, oui. Empêcher la liberté de manifestation ou la restreindre, ça m'inquiète. Et ça m'inquiète d'autant plus que ce n'est pas quelque chose d'isolé. Quand j'entends, comme vous, les réflexions de Monsieur le Président de la République sur la presse, où il est aujourd'hui obsédé par les fake news, où il explique en off, comme on dit, à des journalistes qu'il faudrait mettre une sorte de conseil de contrôle par la presse elle-même, des journaux, etc. C'est quand même hallucinant. Aucun président n'a osé avoir cette idée et l'exprimer. Donc on est quand même dans une dérive que je pèse mes mots, que je qualifie de totalitaire. Vous savez, le fascisme, c'est quand on vous oblige à faire. Le totalitarisme, c'est quand on vous oblige à penser. On est dans une dérive totalitaire où aujourd'hui, il y a une pensée. Petit à petit, on doit rentrer dedans. C'est pas le Venezuela, quand même. C'est pas le Venezuela, heureusement. Bon. Mais quand Macron, on en est à Macron, contrôler... Quand on en est à vouloir contrôler la presse, quand on en est à vouloir, par certaines lois, mettre les médias sous contrôle, on se rapproche plus de la Pravda. Le totalitarisme, vous comparez Macron à un dirigeant totalitaire. J'ai dit qu'on est sur une pente totalitaire dans ce pays où, dans plein de sujets, on oblige les gens à penser ou on les conditionne à penser. Le grand débat, ça, c'est pas d'une pente totalitaire. Il y a 700 000 contributions, 4 500 débats locaux. Pourquoi vous n'y participez pas alors qu'en plus, on y remue des idées qui sont celles que vous portez sur la place publique? Alors d'abord, j'y participerai si je suis invité, mais je vous rappelle que dans quelques jours, on a le salon de l'agriculture. J'écoutais ce matin encore des responsables agricoles qui nous disaient, par exemple, qu'ils avaient une sorte de grand débat au niveau de l'agriculture il y a à peine un an. Vous vous souvenez bien, les assises de l'alimentation. Que c'était beau, qu'il y avait eu beaucoup de propos et que rien n'en était sorti. Voilà. Le fait d'avoir 500 000 ou 800 000 contributions, ça ne garantit pas forcément qu'on aura quelque chose de concret qui en sortira. De toute façon, les Français ont compris qu'aujourd'hui, le seul qui mène le jeu et qui choisira finalement, c'est le président de la République. Donc ce débat ne sert à rien pour vous, c'est ça? J'espère simplement que cela ne finira pas par un référendum le même jour que le scrutin européen, parce que je pense que c'est deux enjeux totalement différents. Vous êtes contre un référendum le jour des européennes ou contre un référendum tout court? Non, je suis contre un référendum le jour des européennes. Je pense que ça apparaîtrait comme un coup politique. Voilà. Et de toute façon, je crois que même le président du Sénat est exactement sur cette ligne. Mais oui, voilà. Un référendum.
Après, c'est le président qui a les cartes en main. Oui, un référendum, s'il y a des vraies questions. Et moi, je pense qu'attention, si le référendum, si c'est des questions où tout le monde est d'accord, exemple, est-ce que vous voulez moins de parlementaires? Vous êtes sûr que la réponse est oui, 80%. Il y a des vraies questions. Est-ce que vous voulez, par exemple, ce fameux référendum d'initiative citoyenne? À mon avis, s'il y a une seule réforme, c'est celle-là, parce qu'elle les contient toutes. Ça fait un référendum sur le référendum, c'est quand même bizarre. Oui, mais regardez... hier, à Genève, par exemple, les Suisses, les Genevois, je ne sais pas comment on dit, se sont prononcés sur 3 questions. Il y a des débats, regardez les débats, par exemple, sur les questions de société, où on a des débats qui divisent la société sans cesse, etc. Il y a un moment où il faut donner la parole au peuple pour trancher. Le mariage pour tous, vous l'auriez mis au référendum? Oui, à l'époque, je pense qu'il fallait le mettre au référendum, et puis après, on gagne, on perd, mais au moins le peuple a choisi. À l'époque, donc on ne revient pas dessus, plus maintenant. Je pense qu'il y a des moments où il ne faut pas revenir. Non, quand les choses sont... voilà, il y a des choses... C'est fait, c'est fait. Sur les européennes, puisque vous avez rejoint la liste Rassemblement National, avec notamment Jean-Paul Garot, ancien LR, comme vous, est-ce qu'il y aura d'autres ralliements de droite? C'est possible, mais ce n'est pas encore acté. Et puis de toute façon, la suite de la liste sera connue dans les semaines à venir. Mais c'est possible? Tout est possible. Vous avez des noms, vous avez des contacts? Tout est possible. Nicolas Dupont-Aignan a de nouveau lancé ce week-end un appel à l'union des droites. Elle n'est pas taboue, dit-il. Vous y étiez favorable. Vous, pourquoi ça ne se fait pas? Pourquoi ça ne se fait pas? Parce que, vous savez, quand on dit union, chacun pense aussi, et c'est logique, un peu à sa boutique. Marine Le Pen avait proposé quelque chose qui n'a pas été accepté par Nicolas. Je le regrette, c'était que tous les deux partent en fin de liste et qu'il y ait une liste commune. Voilà, je pense qu'il y a un double enjeu à ces élections européennes. Chacun le sait très bien. L'Europe, et il y aura aussi un message pour la France. Et nous regarderons tous qui arrive premier. Est-ce que ce sera la liste soutenue par le président de la République ou est-ce que ce sera une autre liste? Donc à la fois l'Europe, mais en même temps un référendum pour anti-Macron, c'est ça? Pas un référendum, mais un vote pour ou contre Macron après 2 ans. Je pense que le meilleur... Aujourd'hui, les Français, visiblement, ne sont pas enthousiasmés par ce président. Le message à envoyer, c'était aussi un message pour dire non à Macron. Et une liste unique, c'était la meilleure des choses, à mon avis, pour être assuré que ce message passe. Alors, votre ancien parti, donc les Républicains, lui, il a investi le philosophe François-Xavier Bellamy, qui incarne quand même une aile très conservatrice. Au fond, vous auriez pu être avec lui ou l'appeler à venir dans cette union des droites. Je pense qu'en réalité, Bellamy, il ne faut pas oublier que c'est une liste et qu'après, cette liste a une politique qu'elle défend à Bruxelles. On oublie trop souvent. Voilà. Bellamy est quelqu'un que je trouve plutôt sympathique, mais sans mauvais jeu de mots, j'ai l'impression que c'est un bel alibi. Un bel alibi, pourquoi? Parce qu'en réalité, ça fait oublier la suite de la liste. La numéro 2, qui est quelqu'un de valeur, c'est que des gens de valeur. Attention, que je les connais personnellement, mais je permettrai de ne pas partager leur opinion. Agnès Séveraine, c'est quelqu'un qui était porte-parole de Nathalie Kosciusko-Morizet. C'est quelqu'un qui est proche de Valérie Pécresse. Valérie Pécresse, qui, il y a quelques jours encore, disait qu'il faut faire payer cher aux Britanniques la volonté d'avoir voulu quitter l'Union européenne. Le numéro 3, c'est Arnaud Danjean, quelqu'un aussi de qualité, mais qui est très atlantiste, qui au niveau des votes au Parlement européen, n'a pas du tout voté très souvent ce que disent les Républicains à Paris. Voilà, il y a un double discours. On est souverainiste à Paris et on suit aveuglément les Allemands au sein du PPE à Bruxelles. Voilà. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est pas de savoir si la tête de liste est bien, pas bien, séduisante ou pas séduisante. Mais est-ce qu'elle est séduisante? Est-ce qu'elle va séduire une partie de l'électorat du Rassemblement national? Je pense, et j'ai quitté les Républicains pour ça, je pense qu'aux Républicains, il n'y a plus de ligne politique. La seule ligne politique, excusez-moi, aux Républicains aujourd'hui, c'est on reste ensemble. On reste ensemble, on ne sait pas tellement pourquoi. Parce qu'entre une partie des Républicains qui est ouvertement attachée à, on va dire, plus d'Europe, à continuer la politique européenne dans le même sens que celui engagé par M. Juncker, et d'autres qui sont beaucoup plus réservés avec une ligne plus souverainiste, il n'y a aucune unité. Juste pour vous, le Rassemblement national sera en tête au soir du 26 mai? J'en sais rien, mais à mon avis, seul le Rassemblement national propose une solution qui consiste aujourd'hui à rester dans l'Europe, en étant attaché à l'euro, c'est très clair aujourd'hui, mais surtout à changer l'Europe de l'intérieur. Et aujourd'hui, c'est possible grâce à ce qui se passe dans de nombreux pays. Thierry Mariani, vous avez été ministre chargé des Transports de François Fillon et de Nicolas Sarkozy. La droite, votre ancien parti, vous accuse d'être passé chez l'ennemi, une forme de traîtrise. Comment vous vivez cela et comment vous sentez-vous dans cette nouvelle famille? Je vais vous dire, j'ai un regret, c'est de ne pas y être allé plus tôt. Parce que finalement, je m'y sens très bien.